Se reconstruire dans un monde meilleur, Xavier Emmanuelli et Boris Cyrulnik. Introduction à l'après-Covid. Xavier Emmanuelli. Boris, nous sommes des amis proches avec des fonctions différentes. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour toi, le psychiatre à l'écoute qui a toujours eu le souci de l'autre. Tu n'as pas gardé d'amertume de ton traumatisme fondamental, de cette souffrance indicible que tu as justement essayé de dire. Bien au contraire, cela t'a ouvert aux autres et tu as su transmettre cette résilience, ton outil de construction de vie. Maintenant, c'est un peu à tort et à travers que l'on emploie le mot résilience, mais toi tu l'as sécrété dans ton cœur et dans ton comportement. Dire qu'avant cela, le mot était employé en métallurgie pour parler de la capacité de certains métaux à absorber l'énergie d'un choc en se déformant. Je t'ai connu au cours de mes premières années de médecine, alors que je fréquentais plus les cafés que la fac, mais je voyais très bien ce que tu faisais, toi qui étais sage et studieux. Quant à moi, j'ai été embarquée dans mon parcours initiatique qui m'a donné à voir les bouleversements du monde, du changement, de politique, de perception. J'ai compris qu'on avait tous une histoire et qu'il faudrait nous adapter parce que le monde changeait. Abandonner ses certitudes, c'est se retrouver à poil, complètement frileux et démuni, mais c'était une nécessité. Moi, je n'ai pas eu assez de résilience, mais la souffrance des autres m'avait interpellée pour me faire changer. Voilà comment on s'est rencontrés, toi venant de l'intérieur, moi de l'extérieur. Boris Cyrulnik. À l'inverse de moi, tu viens d'une lignée de praticiens. Ton père était un médecin de famille, comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Il travaillait énormément et toute ta famille était organisée autour de la médecine. Mais ton développement s'est appuyé sur le fait que tu as su démystifier ton environnement familial et culturel, ce qui t'a rendu sensible à la souffrance d'autrui. Quand je t'ai rencontré, au début de nos études, je me souviens que la souffrance des autres était pour toi une injustice insupportable. Après le traumatisme que j'ai subi pendant la guerre, j'ai été contraint d'amorcer une réflexion pour comprendre ce qui m'était arrivé. Comment les hommes pouvaient-ils faire subir de telles atrocités à leurs semblables? Pourquoi la guerre faisait-elle partie des relations humaines? J'ai beaucoup lu et je me suis posé des questions bien différentes de celles des enfants de mon âge. C'est ce que l'on appelle la maturation post-traumatique. Les enfants traumatisés sont soit démolis, soit contraints d'accomplir un effort pour évoluer. Tu fais partie de ces personnes qui sont entrées dans la société de manière morale, quand j'ai été obligée d'y entrer par la culture et pour me sauver. Pour toi, l'entrée dans la culture était un engagement. Tu es parti sauver les démunis, secourir les faibles, alors que je voulais avant tout me sauver moi-même. Ce sont deux motivations différentes, mais qui se rencontrent souvent. Car si j'ai pu survivre à la guerre, c'est parce que des gens comme toi et comme ta famille se sont trouvés sur mon chemin. Xavier. Depuis le début de l'année 2020, nos quotidiens ont été bouleversés par l'arrivée d'un virus qui a frappé la planète entière. Nous pouvons désormais entrevoir la sortie de cette crise, ou du moins celle de sa phase aiguë. Mais comment redémarrer ? Comment se remettre à vivre et construire une société différente, moins pathogène, qui remettrait l'humain en son centre? Il s'agit de repenser la santé, bien sûr, mais tant d'autres éléments sont en jeu. Notre relation à la planète et à la consommation, pour commencer, puisque l'avenir sera jalonné de défis environnementaux. Nos institutions, car ce sont elles qui nous permettent d'agir sur notre milieu, le système de santé, les structures hospitalières, la manière dont on conçoit l'école, et ce que l'on souhaite en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Boris. Au-delà de l'école, il faudra se questionner sur les relations familiales qui ont été mises à l'épreuve pendant les périodes de confinement. Beaucoup de certitudes ont volé en morceaux et la crise a creusé des failles qui existaient auparavant. Que peut proposer la société pour accueillir le tout-petit? Quels repères donner aux adolescents pour les guider dans leur apprentissage de l'indépendance et du vivre ensemble? Toutes sortes de considérations sur notre rapport au temps et à la réalité sont aussi à prendre en compte. Je pense par exemple aux écrans, à la dépendance qu'ils entraînent. Ils ont considérablement modifié la façon dont nous vivons. Xavier, je crois que l'un des enjeux de demain sera de créer de nouveaux rituels, de nouveaux symboles qui nous serviront de guide pour tenter de renouer avec l'altérité. Car je suis convaincue d'une chose, si cette pandémie a mis nos vies entre parenthèses, elle doit nous servir de guide pour construire une société plus solide, à même d'affronter les défis de demain. Quand une société est éclatée en multiples identités incompatibles, les unes avec les autres, survient l'apostasie du bien commun. C'est alors qu'arrive le catharsisme, la catastrophe qui va désigner l'autre en un mouvement profond, aveugle et irréductible par peur de la mort. C'est ce que je crains qu'il ne se passe avec le virus dans une société un peu disloquée. Chapitre 1. Apprendre à vivre avec le virus. Boris. Le traumatisme provoqué par cette crise a résonné de manière singulière chez chacun d'entre nous. En réalité, nous ne sommes pas entrés égaux dans cette épreuve, puisque chacun s'y est engagé avec ce dont il était doté au préalable. Il est donc évident que nous en sortirons tous différents.
Une partie d'entre nous s'est confrontée au confinement muni de facteurs de protection. Une famille sécurisante dotée d'une communication riche entre ses membres, un bon métier stable qui offre la possibilité d'un logement suffisamment grand pour se confiner sans trop en souffrir. Les mécanismes de défense de ces personnes ont même pu s'en voir améliorés. Elles ont lu, se sont reposées, se sont mises au sport ou à la musique. Peut-être ainsi ont-elles remis l'essentiel au centre de leur vie. Toujours est-il qu'elles sont sorties de multiples confinements sans traumatisme. En revanche, d'autres subissaient déjà des facteurs de vulnérabilité bien avant l'arrivée du virus. Une famille fragile, non sécurisante, des accidents de vie personnelle, de la désocialisation. À cela peut s'ajouter un métier difficile, mal payé, instable, avec un petit salaire et donc un logement exigu dans lequel ils ont vécu en hyperdensité. Ces conditions ont créé un stress qui a parfois décuplé la violence familiale. L'augmentation des violences conjugales, l'un des premiers symptômes de mal-être psychique, a explosé, pas plus de 48 heures après le premier confinement en mars 2020. Les numéros d'appel d'urgence étaient déjà saturés. Ces personnes-là sont sorties traumatisées par les confinements successifs. À ton avis, Xavier, comment se remet-on à vivre après cela ? Xavier, on ne peut pas voir de l'autre côté de l'obstacle que représente une crise. Il est évident que la rupture provoquée par cet événement est considérable. Tu as raison, ceux qui sont protégés et ceux qui sont démunis en sortiront tous transformés, mais de manière différente. La société elle-même va changer et devra se reconstruire. Cette épidémie est le premier épisode de pandémie visible et ressenti par tous, mais il ne fait aucun doute que ce ne sera pas le dernier. D'ailleurs, je ne pense pas que ce virus disparaisse complètement. Nous passerons probablement de la pandémie à l'endémie. De mutation en mutation, le virus arrivera à un stade plus ou moins stable d'équilibre, et ce ne sera pas de l'immunité collective, mais une installation durable parmi nous. Il faut que les gens s'habituent à côtoyer le danger. Nous ne pouvons pas nous protéger tout le temps de tout, et nous apprendrons à vivre avec. C'est un grand changement, mais qui ne l'est finalement pas tant que ça. Boris, ce que tu veux dire, c'est que ce type de pandémie n'est pas inédit. Xavier, tu sais, je suis un vieux médecin et j'ai déjà connu, ou tout du moins rencontré, 4 grandes épidémies. Mon père, qui était, comme tu le sais, lui aussi médecin, soignait chez certains de ses patients les séquelles de l'épidémie de poliomyélite qui avait ravagé l'Europe dans les années 50. Cette infection virale très contagieuse touchait en particulier les enfants. On l'appelait parfois la paralysie du matin. La veille, les enfants se couchaient avec de la fatigue, des courbatures, un peu de fièvre et des frissons, comme lors d'une grippe. Le lendemain, on les retrouvait paralysés. Une paralysie des muscles dits volontaires, les membres, mais aussi les muscles intercostaux qui pouvaient donner lieu à une paralysie respiratoire et tuer. Les médecins ont dû apprendre à se battre pour la survie de ces enfants. Petite, j'assistais aux efforts de mon père pour prescrire des massages sur les membres ankylosés, réchauffés par des rayons ultraviolets ces pauvres muscles devenus tendineux. Je me souviens de l'histoire d'une petite fille en Suède qui était arrivée à l'hôpital alors qu'elle était en train de s'asphyxier. Pour la sauver, les médecins l'ont fait respirer dans une sorte de ballon dont on se sert toujours et qu'on appelle l'embout, qui force le passage de l'air vers les poumons. Toutes les 2 heures, les assistants se sont succédés à son chevet, puis se foulent les infirmiers, les secrétaires, les aides-soignants. C'étaient des gens qui avaient la flamme. 2 heures, en 2 heures, la petite fille a survécu, et au bout de 5 jours et 5 nuits, ayant passé le stade aigu, elle a pu respirer seule et entamer une vie relativement autonome. On a ensuite inventé un autre dispositif, le poumon d'acier. On enfermait des enfants atteints dans un cylindre clos, sauf la tête évidemment, et l'on exerçait des pressions de l'air qui comprimaient les poumons, puis on relâchait la pression. Pression positive, expiration, relâchement, inspiration. Dans le même temps, on bricolait un respirateur, l'Angstrom, le premier du genre, qui a été l'ancêtre de tous les respirateurs qui ont suivi. Heureusement, l'arrivée du vaccin en 1954 a permis d'éradiquer, en Occident du moins, cette maladie virale. En revanche, en Afrique, j'ai vu plus tard des gens marcher en se pliant, qui retenaient leurs cuisses pour éviter que la jambe ne se dérobe sous eux. D'autres actionnaient leur petite voiturette avec un système de pédalier sur le guidon, quand ils ne se traînaient pas dans la poussière des trottoirs, comme sur les tableaux du Moyen-Âge, où des personnages avancent à genoux. Avec la vaccination générale, désormais, la polio est en passe de disparaître de la surface de la Terre, tout comme la variole que j'ai rencontrée en 72 au Bangladesh. À la fin de la guerre indo-pakistanaise, Médecins sans frontières avait monté une mission, la première à laquelle j'ai participé dans ce pays qui s'appelait encore pour quelques semaines Pakistan oriental. Dans les villages voisins de notre petit dispensaire, de nombreux enfants mouraient de maladies infectieuses, et en particulier de la variole. Cette maladie accompagne l'humanité depuis toujours.
Soit ces victimes en mouraient, comme Louis XV, soit ils en restaient défigurés, comme Mirabeau, Danton, Mozart et même Beethoven. Dès 1796, les travaux du docteur Jenner aboutissent à un vaccin qui a permis de maîtriser cette maladie. Dès lors, ce vaccin a été utilisé partout sur Terre, mais on ne le trouvait toujours pas dans les campagnes reculées du Bangladesh dans les années 70. Je me souviens de la réaction surprenante du ministre de la Santé de la région concernée quand mes collègues de Médecins sans frontières et moi avions essayé d'attirer son attention sur les tristes statistiques du trimestre. Oui, que c'est dommage, c'est un vrai fléau. Enfin, c'est ainsi, et ces enfants se réincarneront. Il était résigné et fataliste. 4 ans plus tard, les immenses campagnes de l'OMS avaient contribué à la disparition de la variole, et depuis le tout début des années 80, ce virus n'existe plus. D'ailleurs, à la suite de cette éradication, la vaccination n'est plus systématique et le virus de la variole n'existe plus, sauf dans certains laboratoires militaires bien protégés, du moins je l'espère. La troisième épidémie que j'ai rencontrée, c'était le choléra, dans la région de Goma, au Zaïre, devenue par la suite la République démocratique du Congo. Sous la protection des instances internationales, des camps de réfugiés accueillaient les peuples Hutus qui avaient participé de près ou de loin au génocide des Tutsis. Ils étaient des centaines et des centaines de milliers entassés dans ces gigantesques camps surpeuplés qui se trouvaient sur les rives des grands lacs dont l'eau n'était pas potable. Aussi, toute la journée, les habitants faisaient des allers et retours entre leur hébergement et les citernes à l'entrée du camp, les enfants chargeant leurs sortes de trottinettes géantes de bidons et de citernes. Le choléra, issu de ces mélanges d'eau propre, d'eau sale, de liquide des toilettes et des lessives, s'était abattu sur ces campements. Dans les tentes hôpitaux, on soignait en permanence des dizaines de malades, tandis qu'à l'extérieur, formant une queue interminable, d'autres patients debout ou couchés attendaient leur tour. Chaque jour, on disposait des milliers de corps, 5000, parfois 7000 morts, sur le bord de la route en attendant que la voirie les évacue. Des murs entiers de cadavres que des bulldozers poussaient de temps en temps sans ménagement dans les fosses profondes. J'ai encore en mémoire les mouvements des membres de ces corps à l'abandon, bras par-ci, jambes par-là, qui bougeaient et embrassaient spasmodiquement des monceaux de morts. Comme dans les grands confins du temps de la peste, une association caritative irlandaise, Concerne, passait en camionnette pour aider à ramasser cette multitude de cadavres anonymes, avec des gestes pleins de douceur et de respect pour leur conserver la dignité humaine. Ce qui était désolant, c'est que le choléra, qui provoque une perte intense et extrêmement rapide d'eau et de liquide par les vomissements et les selles, peut se soigner et n'être qu'une forte diarrhée dont on guérit en quelques jours. Il aurait fallu pour sauver ces malades compenser leur perte par des perfusions importantes, jusqu'à 20-25 litres par jour, et leur administrer quelques antibiotiques. Mais encore faut-il avoir ces perfusions, ces antibiotiques, le personnel et des locaux de soins à disposition. On s'est battu à Médecins sans frontières, on a fait ce que l'on a pu, mais les pertes ont été immenses. Finalement, j'ai connu quand j'étais médecin-chef de la prison de Fleury-Mérogis en 1987 l'épidémie du sida. Avec Médecins sans frontières, nous avions rencontré cette maladie en Afrique de l'Ouest dès 1983, et les médecins que nous étions trouvaient ce virus extraordinaire. À la prison, un grand nombre de jeunes hommes en étaient atteints. Faute de traitement, sinon l'AZT, qui ne leur assurait qu'un peu de répit, ils mouraient de maladies dites opportunistes qui les rendaient cachétiques. On l'appelait Slim Disease, la maladie de la maigreur. C'était un crève-cœur de voir ces hommes si jeunes mourir sans que l'on ne puisse rien y faire. Pour l'anecdote, l'immunologiste qui collectait les informations et parlait au public pour le gouvernement, Monsieur Sida en quelque sorte, était le professeur Jean-François Delfrécy. Quasiment 30 ans plus tard, on le retrouve à la tête du conseil scientifique comme Monsieur Covid. Il aura donc été médiateur pour 2 épidémies, l'une étant transmissible par les rapports sexuels ou par le sang, l'autre, le Covid, contagieuse, que tout un chacun peut attraper. On n'a toujours pas trouvé de vaccin, mais avec des molécules chimiques, on a transformé cette maladie mortelle en maladie chronique avec laquelle on peut vivre normalement des années et des années. Il faudra bien qu'on trouve pour le Covid des médicaments efficaces en appui de tous ces vaccins. Boris, ce qui nous arrive s'est déjà produit. Quand j'étais gamin, on cohabitait avec le virus de la polio et avec la variole. Mais pendant 2 générations, on a cru avoir résolu le problème des grandes épidémies virales, voire qu'il ne se poserait plus. Mais à chaque fois qu'on accumule des biens, des nourritures, on fabrique une zone dans laquelle un virus ou un bacille s'installe. Dans l'histoire humaine, des épidémies surviennent à intervalles réguliers. Elles finissent toujours par s'éteindre.
Tu as raison, il nous faudra apprendre à vivre avec, cette fois encore, parce que l'on fabriquera d'autres virus contre lesquels il faudra développer de nouveaux facteurs de protection, et parce qu'il est certain que les virus ne vont pas disparaître. Ils nous ont précédés dans l'histoire de la vie sur Terre, et ils nous survivront sans doute. Xavier. Oui, l'humanité a toujours cohabité avec les virus. Ce sont même eux qui ont façonné l'humanité en intégrant certains fragments de nos gènes. C'est par exemple grâce aux virus que les mammifères ont un placenta, cet organe si particulier qui permet de garder au chaud leurs embryons et de les protéger du monde extérieur et au fœtus d'échanger avec sa mère. Et cela remonte à loin. Il y a 150 millions d'années, l'ancêtre des mammifères qui pondaient encore des œufs a été infecté par un virus. Le matériel génétique de ce dernier se serait inséré dans le génome de l'ancêtre de cette contamination, et cette contamination aurait déclenché la fabrication des protéines nécessaires à la construction du placenta. C'est un saut évolutif considérable pour notre espèce. Depuis l'aube des temps, des échanges ont toujours eu lieu entre ces micro-précurseurs de la vie et toutes les créatures biologiques dont l'être humain. Les virus ne disparaîtront évidemment jamais de la surface de la Terre. Boris. Tout à fait. Mais je perçois tout de même quelque chose de différent dans cette crise sanitaire. Pour la première fois dans l'histoire humaine, tous les pays du monde sont prêts à se ruiner pour retarder la mort, parce qu'ils estiment que la vie est plus importante que l'argent. Cette fois, l'humanité a choisi une stratégie éthique, alors que jusqu'à maintenant, quand les virus se propageaient, on laissait simplement mourir les gens. La mort n'était pas très importante. Les choses se sont mises à changer au XIXe siècle, quand la médecine a commencé à prendre le pouvoir grâce à des mesures d'hygiène. Soudain, on s'est aperçu que l'on pouvait obtenir des résultats énormes juste en appliquant quelques règles simples. Nettoyer les biberons, se laver. Cela s'est amorcé lorsque l'on a trouvé l'origine de la fièvre puerpérale, qui survenait justement parce que les médecins ignoraient l'importance de se laver les mains après avoir disséqué des cadavres. Ignace Philippe Semmelweis, l'auteur de cette découverte, publie en 1861 ses conclusions sur la prophylaxie, c'est-à-dire l'ensemble des mesures pour prévenir les maladies. Jusque-là, les femmes mouraient à 36 ans en moyenne, après 13 grossesses et un peu moins de 4 enfants qui arrivaient à l'âge adulte. Eh bien, on laissait mourir les femmes. On disait c'est la nature, mais ce n'était pas la nature, c'était de mauvaises conditions d'accouchement. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, un bébé sur 2 mourait dans sa première année. Que disait-on? C'est comme ça, les bébés sont fragiles. Sans se poser de questions sur les conditions d'éducation de la première année, qui étaient catastrophiques. À l'époque, on entassait les bébés dans des sacoches à dos d'âne pour les amener chez les nourrices dans le Morvan ou en Bretagne. L'ânier emmenait parfois 5, 6, voire 8 enfants dans les capsules à flanc d'âne et 1 sur 2 mourait pendant le transport. Qu'y a-t-il de naturel à cela? Encore un exemple de l'évolution de notre rapport à la mort. Lors de la Première Guerre mondiale, la plupart des soldats étaient des adolescents. Sur le 1,5 million de soldats morts dans les tranchées, la plupart n'avaient pas encore le droit de vote. Les 3 à 4 millions de jeunes gens qui sont entrés avec la gueule cassée étaient des adolescents. Toute leur vie était fichue, perdue, et l'on disait « c'est la guerre, c'est ainsi ». Quand en 1720, une épidémie de peste démarre à Marseille et à Nice, qui n'est pas encore française, le duc de Savoie envoie l'armée pour tirer sur les Niçois qui cherchent à fuir le foyer épidémique. Un massacre effrayant. Même résultat à Marseille, où les Avignonnais construisent un mur autour de leur ville pour empêcher leurs voisins de leur apporter la peste. Voilà comment on laissait mourir les gens, parce que c'était la vie, parce que c'était la nature. Expert du Covid caquettant la vérité sur les virus de jour comme de nuit, dans tous les médias, sur tous les écrans. Xavier. Notre perception de la vie et de la mort a considérablement changé. Il faut dire aussi que malgré ce passé chargé de combats contre la maladie, aujourd'hui plus personne n'a la culture d'une épidémie. Depuis 1918, avec la grippe dite espagnole, aucune société n'a été confrontée à cette situation. Bien sûr, il y a eu des épidémies locales comme la grippe H1N1 ou d'autres qui se tenaient dans des pays lointains, SRAS, MERS, Ebola. Mais elles ont été maîtrisées et n'ont pas généré d'abondants reportages dans les médias. Boris, à ce sujet, on sait maintenant que la grippe espagnole n'était ni une grippe ni espagnole. C'était une encéphalite qui s'est propagée à partir du Kansas. Elle a provoqué plus de morts que la Première Guerre mondiale, sans doute près de 50 millions d'après les dernières estimations. Toi qui as beaucoup voyagé aux côtés de Médecins sans frontières, qu'as-tu appris de cette expérience sur la gestion des épidémies? Xavier, quand j'étais médecin sans frontières, on a découvert la médecine de catastrophe et je me souviens que certaines personnes travaillaient sur la gestion et la communication de crise, comme Patrick Lagadec, qui était à l'école polytechnique et a écrit des choses formidables à ce sujet.
Il expliquait entre autres qu'une crise évolue et qu'il faut donc un monsieur crise qui maîtrise totalement l'information en toute transparence. Sinon les médias partent dans tous les sens, dramatisent et entretiennent la panique. La gestion de l'information de crise ne peut pas être démocratique. Il faut une seule personne qui contrôle l'information dans une période telle que celle-là. Là, que s'est-il passé ? La politique n'a pas su prendre les brides de la crise. Débute un défilé permanent d'experts pitoyables, de néphrologues, par exemple, qui n'avaient rien à dire de nouveau parce qu'ils sortaient de leur domaine, et même des médecins qui avaient des conflits d'intérêts avec les labos. La sémantique a été exhumée de moments de crise passés, s'appuyant sur des termes de panique qui appellent la contrainte, l'échappement, la fuite. Emmanuel Macron a déclamé « Nous sommes en guerre ». On a parlé de couvre-feu et cela a résonné dans la tête des gens. Cela a remué des souvenirs et suscité des images qui étaient malvenues. Au début du confinement, il y a eu cet exode dont parlaient les médias et nous nous retrouvions plongés en 1940. Les citadins se sont enfuis dans des villes et ont pris la route en direction des côtes ou des campagnes. Ils ont parfois transporté le virus dans des endroits qui étaient indemnes. Qu'aurait-il fallu faire ? Il ne s'agissait pas de rassurer, mais bien d'apaiser la population. Donc voici qu'arrive une situation inconnue, avec une maladie qui fait un grand nombre de victimes. Toutes nos structures sanitaires, sociales, etc. sont organisées pour un monde stable. C'est un fait. Notre système de santé est basé sur le soin, sur l'urgence, et pas sur la prévention. Le SRAS ou la grippe H1N1 aurait dû nous alerter, mais les administrations ne reproduisent que ce qu'elles connaissent, donc nous n'étions pas prêts. Or, on peut comprendre, voire excuser ce manque de préparation. Mais quand on est une institution, on n'a pas le droit de mentir, de duper pour cacher son inexpérience ou son manque de préparation. Quand on a enfin compris qu'il fallait se protéger, tout le monde, médecin comme politique, a été surpris de constater que les masques avaient été détruits et qu'il n'y en avait plus. Pourtant, Xavier Bertrand, quand il était ministre de la Santé, avait constitué un stock stratégique encouragé par Didier Houssin, alors directeur général de la Santé. Mais la vie va, le danger ne se montre pas. Il y a des contraintes économiques, les dates de péremption des masques sont dépassées. En tout cas, ils ont été détruits. Et comme il n'y en avait plus, il y a eu un mensonge fondateur. Les masques ne servent à rien. Un mensonge pour éviter d'avouer que nous n'en avions plus. Résultat, les personnes sont tombées malades parce qu'elles ont été exposées. Des assesseurs sont morts parce qu'ils n'ont pas pu protéger dans les salles de vote pendant les élections municipales. Et tout cela au milieu des hésitations, des allers-retours des scientifiques qui n'avaient pas de réponse. C'est irrattrapable. Cela a entraîné un effondrement de la confiance et de nos responsables, et nos responsables se sont enferrés dans les mensonges politiques qui a semé le doute. Puis, ils ont essayé de rattraper leurs affirmations. C'était la seule solution. Pour combattre les pistes parallèles, on a été jusqu'à écrire des articles mensongers dans la plus prestigieuse revue scientifique sur l'hydroxychloroquine, ce qui a nourri un peu plus le complotisme. Regarde aussi la faillite du politique dans le cas du vaccin AstraZeneca. Si les responsables étaient si certains des essais cliniques, avaient-ils besoin de dire « c'est peut-être dangereux, on arrête tout ». Alors que plein de gens attendaient leur vaccination, on leur a dit « on regarde, on analyse avant de repartir ». Et quand on a dit « on a analysé, c'est sans danger », la confiance s'était effondrée. Un vrai politique aurait dit « on a commencé, on continue ». A-t-on rappelé que les filles qui prenaient la pilule, alors trop fortement dosée dans les années 70, couraient beaucoup plus de risques de thrombose, surtout si elles étaient fumeuses, davantage que ne pourrait jamais le faire courir le moindre vaccin. Cela dit, aucun vaccin n'est sans effet nocif, petit ou grand, à court et long terme. Boris. Je comprends ton analyse. Je crois que parmi nous se trouvent de nombreuses personnes qui conservent toujours une liberté intérieure. Quand la télé ou la radio annonce quelque chose à ces gens-là, ils écoutent, ils cherchent à vérifier. Ils multiplient les sources par des lectures ou des discussions. Ceux-là sont souvent des gens qui ont acquis un attachement sécure, confiant. Ils ne se laissent pas forcément embarquer. À l'inverse, d'autres personnes ont besoin de certitude. Elles sont des proies pour les gourous ou les partis extrêmes. Ceux qui tolèrent l'incertitude apprécient l'hésitation, le débat, parce que ça va les pousser à réfléchir, rencontrer, hésiter. Les autres ne supportent pas le doute, ils exigent des réponses définitives. Alors quoi, accordez vos violons, dites-nous ce qu'il faut faire. C'était très clair pendant la pandémie. Pourtant, les scientifiques ont été excellents. Jamais on n'a fait un diagnostic de virus ni trouvé de vaccin aussi vite. Mais il faut accepter que toute démarche scientifique soit faite d'hésitation, de balbutiement. On met une hypothèse qu'on essaie de confirmer. Et si cela n'est pas le cas, on part sur une autre hypothèse. Entre-temps, nos collègues nous descendent. Ils clament que le travail a été mal fait et la publication n'est pas retenue. Il faut recommencer un autre travail. Ces conflits aimables sont au cœur de la recherche scientifique, à l'exact opposé d'une démarche de croyance qui d'emblée clame où se trouve la vérité. Une vérité que l'on ne peut pas débaucher.
Pas d'hésitation, on croit ou on ne croit pas. Et pour ajouter un niveau de complexité à cela, pour cette crise, nos dirigeants ont aussi dû jongler avec les recommandations des scientifiques, celles des économistes, des psychiatres, etc. Cela donne une impression de changement de cap. Ceux qui aiment le doute, le débat et la recherche philosophique ont apprécié ce temps de recul pour mieux juger. J'en fais partie. Pour moi, le doute, c'est le premier pas vers la liberté. En revanche, ceux qui aiment les certitudes ont été agressés par ces changements brutaux et ont très mal vécu ces hésitations. Xavier. C'est juste, mais cela ne justifie pas le mensonge. Comme dit l'adage, on est toujours prêt pour la guerre précédente, et comme nous avons perdu celle de janvier à mars, les responsables politiques en rajoutent toujours plus de masques, plus de préconisations, plus de baratins, plus de pression dans la vaccination et plus d'accusations contre les jeunes qui sont déclarés irresponsables parce qu'ils ne suivent pas les vaccinations, contre ceux qui y sont réfractaires, en somme, comme dans toute crise, contre l'autre responsable de ses malheurs. D'abord, c'est trop tard, et surtout le peuple demande aux politiques. Ce n'est pas la peine d'en faire trop. Dites-nous plutôt la vérité, racontez-nous vraiment ce qui s'est passé. Car tout le baratin a entraîné des conséquences néfastes. Plus personne ne croit aux experts qui couvrent les plateaux, ni aux politiques qui mentent avec aplomb pour cacher leur manque. Cela renforce la frustration, l'impuissance, le complotisme. Le doute qui s'est installé laissera des traces. La science perd sa place de référence absolue, il n'existe plus de paroles fiables, plus de paroles vraies. Celui qui n'était pas d'accord avec la ligne, qui émettait quelques doutes, s'est retrouvé aussitôt qualifié de complotiste. Et voilà que l'on retombe dans les archaïsmes où la logique et le cartésianisme n'ont plus cours. Nous sommes tombés dans l'injonction paradoxale, décrite par Mélanie Klein dans Le mauvais sein. La mère nourrit son bébé et lui donne des baffes en même temps. La double contrainte, je te nourris et je te châtie en même temps. Les enfants, on les rend fous comme ça. Cela rendrait fou n'importe qui. Si on nous ment, si les experts se contredisent, c'est qu'il y a anguille sous roche. Pas seulement une anguille, il y a un loup. Alors on rencontre un expert pas comme les autres. C'est une sommité internationale. La science et le politique le dénigrent et le combattent. C'est donc une victime de la vérité. Comme Galilée sous l'Inquisition. Il arrive avec ses cheveux longs et sa barbe blanche et propose un remède simple et bon marché. Le politique n'a pas combattu seulement son traitement, certainement inoffensif, mais son attitude irréductible. Et le combat si maladroitement qu'il en devient un héros. Tout le monde en France a lu les aventures d'Astérix, et le voilà, cela a été répété partout, l'archétype du guérisseur avec sa potion magique. Le voilà l'homme du Sud persécuté par les grands technocrates de Paris. Il faut reconnaître que Didier Raoult ne le refuse pas. Il prend des allures de gourou, de prophète, trop content d'avoir cette image iconique. Un détail m'a frappé. Cette bague à tête de mort qu'il portait au doigt comme un adolescent. En la voyant, j'ai aussitôt pensé que c'était un symbole fort, ce qu'il disait avec ce bijou. De mes poings, je combats la mort. Mais cette pandémie lui a échappé quand même, comme elle a échappé à tout le monde, car c'était une nouveauté sans précédent. Boris. C'est très inquiétant à mon avis, et tout cela donne effectivement des arguments au complotisme. Aux États-Unis, à l'époque de Donald Trump, des ratonnades anti-chinoises ont eu lieu. Sur Internet apparaît l'idée que ce sont les Juifs qui sont responsables de l'épidémie. L'autre jour, j'étais invitée à Ramatuelle, dans le Var, et le responsable de la collectivité m'a clairement affirmé que les laboratoires avaient inventé le virus pour gagner plus d'argent. On est en plein délire collectif. Cela se développe de manière incroyable et les gens y croient. Ils y croient tellement qu'on ne peut même pas argumenter avec eux. Xavier. La première bataille du Covid a été perdue sans les masques et dans la panique. Dans le terrible bilan de cette première vague, on peut déplorer, en plus de l'épouvantable nombre de victimes directes, d'avoir laissé de côté notre honneur, notre sang-froid, notre crédibilité. Par la suite, les vaccins ont été trouvés à une vitesse record, si vite, très vite, trop vite peut-être. Certes, ces derniers sont désormais nombreux et vont stabiliser l'épidémie. Mais comment croire qu'on parviendra à éradiquer les virus ? Il y aura des mutations et des nouveaux venus. Le virus demeurera là, tapi dans un coin. Pour retrouver notre espérance, notre force, notre vigueur, notre culture, notre honneur et l'altérité, il faudra bien que survienne la résilience des peuples, le souci de l'autre et surtout que nos gouvernants osent le courage de la vérité. Peut-être que cela rendra les gens plus responsables. À quelque chose malheur est bon. J'aime beaucoup croire que cela poussera les choses positives à voir le jour, car les peuples doivent, comme les individus, entrer en résilience.